Bonsoir tout le monde. Alors c'est Badis, QA Lead transverse chez All for Test et actuellement en mission chez Cdiscount. Donc je vais vous présenter une solution un peu hybride pour l'automatisation des tests, mais un peu dans le volet beyond the obvious, dans le sens où on va sortir un peu du cadre ordinaire de l'implémentation de la solution pour la voir de différents angles. Donc j'aimerais bien savoir, avant de commencer, parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes déjà qui travaillent dans le monde de la qualité logicielle, tout ça? Qui lèvent la main. Très bien, comme ça on adapte au maximum. Des personnes qui ont fait de l'automatisation avant sur des frameworks type robot ou autres? Ok, très bien. C'est chaud. Donc, pour cette solution-là, on l'a présentée également dans la GFTL avec Nicolas Marchand, qui est le directeur IT qualité pour Cdiscount. Et on a travaillé ensemble dans le cadre du programme Octopia, où le contexte était aussi assez exigeant en matière de tout ce qui est automatisation, les bonnes pratiques qualité, tout ce qui va avec en termes de bonnes pratiques. Donc, Cdiscount, j'imagine, comme vous le savez tous, c'est un leader français, voire européen, du e-commerce. C'est le succès d'une start-up lancée en 1998 à Bordeaux. Et aujourd'hui, leader français opérant auprès de plus de 30 pays dans le monde. Et grâce à l'évolution technologique de Cdiscount, donc en 20 ans, c'est devenu un géant européen. Et aujourd'hui, la vision avec le programme Octopia sur lequel je bosse, c'est de devenir un géant mondial. Donc, je travaille pour All for Test, qui a été fondé en 2006 par Julien, qui anime aujourd'hui l'événement. Donc, on est présent à Paris, Sofia Antipolis, Bordeaux et Tunis, avec un peu plus de 60 employés. Et on est organisateur d'environ 20 événements de tout ce qui est qualité logicielle, que ce soit par meetup, webinar, des soirées, etc. Donc pour la partie Cdiscount, bon, d'habitude ces slides sont animés par Nicolas, donc je vais essayer de faire au maximum. Donc là, ça trace un peu l'histoire rapide de Cdiscount depuis 1998, l'évolution de la naissance de Cdiscount avec la vente des DVD. Après, il y avait des produits techniques et les marchés en ligne, arrivant jusqu'à la marketplace. Et là, il y avait la création de l'histoire marketplace de Cdiscount en 2020, en arrivant à 45% du VA en 2020, et en 2011 plutôt. Et derrière, il y avait toute une roadmap pour la partie marketplace avec les différentes fonctionnalités implémentées. Et aujourd'hui, il y a la vision Octopia, à partir de 2021, qui a pour but d'internationaliser l'aspect MKP, logistique à l'international, les paiements, la finance internationale, etc., avec le programme Octopia. Et pour le faire, il y avait en fait plusieurs passages, que ce soit technique, en bas, la partie microservices, le passage en architecture microservices, après la partie Big Bang, mobile, React, et là, avec l'approche Accelerate. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va parler aujourd'hui. Donc, de l'approche Accelerate, en fait, tout a débuté d'un livre Accelerate qui parle un peu des conditions de survie des entreprises aujourd'hui. Il faut soit exceller, excel or die, soit on excelle, soit on est mort. Et du coup, il y avait derrière ce livre-là pas mal de KPI qui ont permis de piloter l'aspect qualité au niveau de la direction pour mesurer tout ce qui est time to market, par exemple, le temps de livraison, tout ce qui est MTTR, le temps de résolution des tickets.
Et derrière tout ça, il y avait toute une mécanique qui drivait les équipes pour travailler, passer d'un mode projet à un mode produit, et également de relever constamment des défis, des challenges. Il y a quasiment tous les trimestres des nouveaux défis, des nouveaux challenges qui permettent d'accélérer et de rendre les équipes plus autonomes, notamment sur la partie qualité. Donc, tout ça, ça fait partie du contexte qui a fait que on cherchait davantage des solutions qui permettent de centraliser les tests et qui permettent aussi de rendre les équipes plus autonomes. On parle toujours des approches shift-left testing, comment introduire les tests le plus tôt possible, que ce soit avec des frameworks, des outils, mais également avec une nouvelle culture instaurée au niveau des équipes. Donc là, en gros, il y avait pour diffuser la partie qualité, il y a les feature teams, donc où il y a les DevOps, les devs, les UX designers pour tout ce qui est front, les product managers, les product owners, le QA et les devs. Donc, au lieu de travailler en mode projet, désormais le slogan c'est la qualité, c'est quelque chose de non négociable. Ça fait partie de la politique qualité de l'entreprise. Donc, dans ce cadre-là, il y avait pas mal de POC, de nouvelles solutions, parmi lesquelles il y avait Robot Framework qu'on a proposé au vu du contexte qui existait. Donc, il y avait un besoin de travailler sur des tests qui ont pour but d'être drivés par les PMPO, qui n'étaient pas très impliqués dans les processus de tests, etc. Donc, et du coup, Robot Framework, il répondait à cet enjeu-là vu qu'il fait partie des frameworks basés sur les mots-clés. Donc, derrière, on peut partir des exigences métiers pour les traduire dans un dictionnaire qu'on appelle un dictionnaire de mots-clés, que ce soit fonctionnel, et après, ils seront traduits en des mots-clés techniques pour les dictionnaires techniques. Donc, il y avait aussi l'enjeu de licence, tout ça, puisque pour les grands DSI, généralement, les licences et le financement posent en général des problèmes. Donc, derrière Robot Framework, c'est open source. Il est à base de Python. Donc, en général, Python, c'est scalable. Et il est indépendant du langage de dev de l'équipe. C'est-à-dire, peu importe le langage, le stack technique sur lequel les équipes travaillent, on peut l'implémenter. Il répond bien à tout ce qui est aussi nouvelle approche pour les frameworks. On peut implémenter une couche BDD, par exemple, si on veut formaliser en Gherkin. On peut faire aussi appel à des librairies RPA pour automatiser, par exemple, des comparaisons d'images ou autres. Donc, il y a des librairies qui font ça. Donc, il est basé sur un ensemble de librairies qui font que c'est un framework modulaire. Il inclut des librairies Selenium pour l'aspect interface web, Appium pour tout ce qui est mobile, Request pour tout ce qui est API REST, SOAP, etc. Et ça permet même de tester des composants de type file Kafka ou autre, c'est-à-dire des comportements un peu asynchrones. Et c'est là un peu l'originalité de l'outil et ce qu'il permet à taper sur des API, comme on peut taper sur du front, comme on peut taper sur des files d'attente. Et derrière, il y a des rapports générés nativement. Donc, il y a des rapports autogénérés par l'outil, que ce soit des rapports de log ou bien des rapports de test en termes de résultats de test, résultats d'exécution. Donc, en résumé, il y avait une étude comparative pour l'ensemble des solutions. On partait des besoins métiers et derrière le besoin aussi de fournir une solution qui permet de tester, de faire des tests de bout en bout qui traversent plusieurs composants, front, back-end, etc. Et les outils existants ne répondaient pas à ces deux contraintes, on va dire, principales, centraliser les mots-clés métiers et l'aspect hybride. Donc, on est parti sur un POC qu'on a validé donc de point de vue architecture. On va voir plus tard l'aspect architecture, comment c'est géré. Robot Framework, il est cross-platform, donc on peut l'exécuter sur n'importe quel navigateur, par exemple. Donc on a parlé de l'aspect gratuit, générique, et il est facile d'accès aussi pour des profils non dev, c'est-à-dire pour des PO qui sont peu techniques,
On peut faire facilement des maintenances de mots-clés existants. On pourrait utiliser, maintenir le framework. Certainement, il y a une phase de montée en compétences en fonction de la complexité des tests existants, mais ça reste un outil accessible pour des profils qui ne sont pas des développeurs. Donc l'architecture qu'on a utilisée pour ce projet, donc, il y avait plusieurs périmètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la DSI pour Cdiscount, c'est constitué de plus d'un millier d'ingénieurs. Et du coup, c'est réparti en plusieurs directions. Et pour chaque direction, il y a plusieurs pôles. Donc là, ça fait partie de la direction produit, qui est répartie sur plusieurs pôles produits, offres, moteurs de recherche, etc. Donc on a créé un socle commun qui permet de partager les différentes librairies des différentes directions en fonction des tests, que ce soit de point de vue technique ou fonctionnel. Donc là, l'architecture globale du projet, c'est que par périmètre, donc on va avoir la même déclinaison. Là, c'est un affichage de mode interface. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour des profils un peu dev, il y a la version qu'on peut installer sur VS Code avec des extensions, c'est aussi lisible et pratique. Pour des profils plus fonctionnels, on peut partir sur Ride ou bien Red. C'est des interfaces plus graphiques, donc plus accessibles un peu. Même en termes de modification, lancement des tests, il y a des boutons pour exécuter, la modification est plus simple, etc. Donc j'ai présenté un peu les deux vues. Donc il y a le projet global qui est constitué du volet configuration. Là on met tout ce qui est environnement, les locators. C'est une couche un peu qui permet de faire une séparation des configurations globales des environnements, des locators, et qui permet d'optimiser derrière la maintenance. Après, il y a la couche test qui permet de décliner par pôle l'ensemble des tests existants. Il y a la partie mots-clés qui constitue ou bien qui représente les dictionnaires de mots-clés. Il y a un petit dictionnaire des mots-clés fonctionnels qui est décliné lui-même en un dictionnaire de mots-clés techniques. Et l'idée, derrière ces dictionnaires de mots-clés, c'est de pouvoir les partager entre les différents périmètres et du coup de pouvoir utiliser des mots-clés d'autres équipes et accélérer l'automatisation. Il y a aussi le volet Jenkins File. Ça, c'est un volet qu'on a intégré pour pouvoir lancer directement en mode CI sur Jenkins au début le projet, donc tous les tests, en partant bien sûr des tags et des bonnes pratiques qu'on met dans le test et qu'on peut expliquer tout à l'heure. Je vais juste lancer une petite vidéo pour mettre tout ça dans le contexte global. Après, on enchaînera. Donc là, la vidéo, elle part d'une vision globale. Là, sur Jira, donc on a créé une structure qui permet de définir pour chaque périmètre les différentes fonctionnalités qu'il livre, que ce soit d'un point de vue de transverse, mais également à la maille d'une feature, on va dire feature et épique, parce qu'on travaille dans un programme d'agilité à l'échelle, donc il consiste à avoir plusieurs équipes qui interagissent entre elles pour un seul produit final. Donc il y a pas mal d'interactions de point de vue agile entre les équipes, et du coup on a créé une structure qui permet de définir pour chaque équipe les différentes fonctionnalités livrées. Ces fonctionnalités, on les a liées avec des tests. Là, c'est l'exemple sur X-Ray. Donc pour chaque fonctionnalité, on a identifié les tests. Ça, c'est généralement un rôle qu'on fait en atelier commun avec les PO pour définir le niveau de couverture nécessaire pour cette fonctionnalité-là et sur quel scénario on va travailler. Là, le scénario, il est défini en mots-clés métiers. Donc le PO, il vient ici, il définit son test avec des mots-clés qui vont créer ou bien faire partie du dictionnaire de mots-clés. Typiquement, pour cet exemple, on va récupérer l'identifiant d'un vendeur actif, recréer un catalogue de ses offres sur un canal de vente. Pour les personnes qui comprennent un peu le jargon du e-commerce, c'est un peu d'expliquer le scénario. Derrière, on va générer un fichier qui va exporter la liste des offres de ce vendeur-là. Une fois qu'elle est générée, on va le télécharger. Donc, c'est deux fonctionnalités indépendantes. Et après, on vérifie que toutes les offres sont bien existantes. Ce scénario-là, l'automaticien en première vue, ça c'est le premier angle d'attaque, c'est la vue d'un automaticien. Il va partir de ça pour créer un scénario.
il y a cette syntaxe-là avec les variables, si c'est en recette, si ça va être lancé en pré-prod. Tout ça est variabilisé pour pouvoir exécuter le test sur les différents environnements possibles. Et derrière, on a opté pour une syntaxe. Je peux faire cette chose-là ou j'échoue à faire cette chose-là qui permet de définir si c'est un scénario passant ou non passant et du coup optimiser derrière la couverture. Donc là, typiquement, il va récupérer tous les mots-clés du dictionnaire. On va rentrer dans le détail du mot-clé technique. Donc en termes d'implémentation, à gauche, vous trouvez mots-clés fonctionnels, seller, ressources. Donc on a subdiviser le dictionnaire par couche métier, le dictionnaire de mots-clés fonctionnels. Et derrière, chaque implémentation, elle fait appel à un dictionnaire qu'on va ouvrir, c'est le dictionnaire mots-clés techniques. Donc là, c'est vraiment l'implémentation technique de l'exemple. Donc là, il y a le tag documentation qui permet d'expliquer ce que fait exactement ce test-là. Il permet de récupérer l'identifiant, etc. On a le run keyword if qui permet de situer, si on travaille sur cet environnement-là, on va lancer sur cette URL, le test. Si on travaille en pré-prod, on bascule sur l'autre URL. Donc tout ça, c'est variabilisé dans le code pour pouvoir lancer sur les différents environnements hors prod. Là, on va exécuter le test en local. Généralement, c'est ce que fait un automaticien pour valider que son test marche bien ou pas. Et derrière, ce qui est bien, c'est que le framework il génère automatiquement des liens, log ou reporting. Et là, derrière, on peut prendre ces liens et les ouvrir directement sur le navigateur. C'est des liens auto-générés. Et c'est ce qui consiste le rapport natif un peu du framework. Donc là, on a sur 2 tests un échec pour le cas passant. Et le cas non passant, il passe bien. Si on veut rentrer dans le détail du log, on va trouver exactement les assertions et les messages qu'on a catchés. Donc là, c'est un problème. Normalement, c'est prévu d'avoir sur la ligne 1 une offre exportée, mais ce n'est pas le cas. Du coup, c'est une erreur. Donc on a exporté les offres, mais pas toutes les offres qui devraient être exportées. Donc ça c'est une première vérification. Ce qui est bon à savoir, c'est que Robot Framework il est interfaçable avec toutes les solutions. Et du coup, une deuxième vision d'un manager, il va rentrer sur son plan de test X-Ray, il va trouver tout le plan de test qui a été exécuté en mode CI. Derrière, il peut rentrer et voir les statuts, donc des tests, etc. Pour les gens qui sont un peu familiers avec X-Ray ou tout autre type d'outils de gestion de tests. Donc derrière, on a utilisé les flags automatisés sur X-Ray pour pouvoir calculer automatiquement les taux d'automatisation des tests, les taux de couverture, etc. Et on peut regarder en détail, là, on va passer sur le mode CI. Donc si on trouve un problème, comment agir, par exemple, si on est PO, Test Manager, sur cet outil-là. Là, c'est un autre exemple qui traverse un front seller zone. C'est le front qu'on utilise pour faire les ventes, les commandes, pour créer les produits, les offres. Donc là, on va ouvrir Seller Zone, on va choisir un vendeur, choisir le menu, télécharger une matrice de produits, préparer les données, les importer et derrière vérifier que le rapport produit sur le front il est bien exposé. Donc là, sur Jenkins, on peut voir, déjà on peut exécuter, c'est-à-dire si on trouve un problème, il est corrigé, on peut exécuter, mais c'est exécuté tous les jours, donc ça c'est une fréquence à définir avec les équipes en général. Là, on a joué un peu sur les tags, donc en fonction du périmètre fonctionnel, on a défini des tags par famille de fonctionnels. Par exemple là, c'est un tag produit qui lance tous les tests qui couvrent la fonctionnalité produit. Derrière, on lance en pré-prod pour les tests de bout en bout. Pour les tests système, on peut lancer par exemple en recette. Et on va lancer le build. Derrière cette couche-là, on utilise Browser Stack. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent un peu Browser Stack, le fonctionnement du Browser Stack. Donc Browser Stack, en gros, c'est une surcouche de Selenium Grid qui permet de lancer plutôt sur des devices réels. Donc les tests, ça permet de paralléliser sur différents environnements.
Donc là, ce qui est bien, c'est que le PM ou le PO, ou la personne qui a les rôles, on va dire, manager, s'il veut vérifier les tests ou s'est planté, etc., il peut revoir le test automatiquement sur l'interface Browser Stack. Donc là, on arrive jusqu'à le téléchargement du fichier. Et derrière, c'est hard-codé, mais on peut l'afficher, les vérifications sur le fichier Excel. Donc on utilise aussi une librairie qui permet de vérifier les fichiers Excel. Donc là, c'est pour l'exemple prévu pour la démo. On va passer à la partie limites et solutions. Donc, qu'est-ce qu'on a rencontré comme problème et derrière, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour résoudre ces problèmes. Donc, un des premiers problèmes, c'était la dépendance avec des comptes utilisateurs et le couplage des données entre les différents outils. Ça revient à dire que pour gérer tous ces tests-là, il faut éviter en général d'utiliser des comptes perso. Il faut créer des comptes robots, des profils robots qui permettent de séparer un peu tout ce qui se passe pour ces tests. Et derrière aussi, comment les importer les tests, comment gérer les jeux de données. Et là aussi, on a créé des comptes services qui permettent de, bien sûr, moyennant les autorisations d'accès nécessaires, d'accéder par exemple à l'API Jira X-Ray, faire les imports ou autre type de tâches nécessaires. Ce qui est aussi pertinent, c'est qu'au niveau de la direction, il y a une équipe dédiée pour les jeux de données. C'est-à-dire en général, il y a le problème de gestion des données, le partage des collections, définir par exemple un profil avec des types d'accès spécifiques. Tout ça, il y avait des équipes derrière qui permettent de fournir via des API des données qu'on peut utiliser pour les tests auto. Ça permet d'accélérer un peu aussi la gestion des tests auto et leur maintenance dans le temps, donc le versionning des jeux de données. Une deuxième limite, c'était l'installation et les environnements de test qui par moment étaient pas identiques entre les différentes équipes. Donc on parle ici des versions, que ce soit pour Python, l'environnement sur lequel on teste, toutes les dépendances, les librairies, la compatibilité entre tout ça. Et du coup, on a créé un guide unifié d'installation rapide pour l'onboarding des nouveaux, par exemple, automaticiens et des personnes qui souhaitent utiliser la solution. Et derrière, on a documenté tout ça dans le code et ça fait partie automatique du pipeline, donc du Jenkins file donc, dont on a parlé. Donc tout ce qui est checkout, c'est unifié, la liste des librairies qu'on utilise, tout ça. Et du coup, dès qu'une personne suit le guide, avec toutes les libs qui sont mentionnées dans le code, on a un fichier requirement, c'est un fichier texte qui existe dans le code qu'on installe directement. Et du coup, ça permet de rendre l'environnement identique entre les différentes personnes. Et après, bien sûr, pour la partie CI/CD, on s'est basé sur la même chose. Une troisième problématique, c'était la gestion des use cases un peu avancés. Donc, l'use case, par exemple, qui consiste à faire des traitements avancés sur du Excel, Excel entre Windows et, par exemple, Linux, on parle d'OpenExcel. Donc, il y a les limites qu'on a trouvées sur Excel Library qui existent sur Robot Framework. Et du coup, on a dû créer nous-mêmes des mots-clés avec du Python qui permettent de résoudre, par exemple, la vérification des couleurs des cellules, la vérification de quelques contenus un peu spécifiques. Également, sur la partie options de navigateur, la gestion de la relation entre browser stack et robot. Et du coup, on a dû créer quelques nouvelles bibliothèques de mots-clés utilisant le module Python, donc que ce soit pour la gestion des options navigateur, la gestion de la communication avec des API REST. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière Robot Framework, il y a une communauté, des millions dans le monde, et du coup, c'est très bien documenté, que ce soit sur GitHub ou autre, et ça facilite un peu la recherche et le fait de trouver des solutions. C'est pas, on va dire, un framework qui est un peu délaissé, c'est un framework où les libs évoluent tous les jours,
Et du coup, on n'a pas trouvé trop de difficultés pour trouver les solutions, même si on n'est pas des experts de Python non plus. Gestion de l'exécution des tests et des fichiers physiques. Là, en général, sur BrowserStack, quand on télécharge un fichier, c'est comme si tu le télécharges sur ton propre téléphone. Du coup, si on veut récupérer ce fichier sur Jenkins ou sur un autre environnement, ça revenait à partager ce fichier, par exemple, sur un repo FTP ou via un dossier commun. Et du coup, pour éviter tout ça, il y avait une solution assez intéressante. Donc, des méthodes JS BrowserStack qui permettent de charger et télécharger des fichiers sur des environnements, sur d'autres environnements que ceux où est installé BrowserStack. Donc, en gros, c'est un décodage en binaire. On récupère le fichier et après, on le restitue ou bien on le décompresse. Donc, passons ensuite à la partie comment faciliter la maintenance du framework. Là aussi, il y a des enjeux, puisqu'au début, il y avait sur le POC une équipe, après 2 équipes, après c'est devenu plusieurs équipes. Et là, on a commencé à rencontrer les problèmes de scalabilité et de maintenance, que ce soit des dictionnaires des mots-clés, que ce soit des tests, les revues croisées, des tests d'une équipe qui peuvent influencer les tests d'une autre équipe, etc. Donc, en gros, ce qu'on a trouvé comme solution immédiate et comme projection des solutions aussi pour la partie amélioration, donc on a défini une méthode de gestion déjà pour les mots-clés, pour le dictionnaire de mots-clés, on a standardisé les règles, c'est-à-dire même dans les revues de code, on veut bien respecter, que tout le monde respecte les mêmes règles. Après, sur la partie dev automate, à part tout ce qui est centralisation de l'analyse des conflits interpérimètres, donc on a opté pour gérer les dépendances avec d'autres équipes sous forme de librairie externe, c'est-à-dire un dictionnaire commun entre tout le monde. Il y a une fréquence pour le mettre à jour, il y a des règles pour le revoir, et comme ça, on peut l'utiliser entre plusieurs équipes. Et comme piste aussi d'amélioration qu'on a mise en place, il y a une libocipabot assez intéressante qui permet de paralléliser les tests. Donc c'est très facile à mettre en place avec Robot, et ça permet de paralléliser, bien sûr, les tests qui sont parallélisables. C'est-à-dire, si le test, par nature, n'est pas conçu de façon qu'il peut être parallélisé, donc ça ne va pas trop aider. Par contre, nous, de point de vue exécution, on avait des tests indépendants sur les rôles, etc. Et du coup, on a pu l'implémenter sur pas mal de tests, et ça a permis de réduire la campagne de tests qui était de quasiment 3-4 heures sur un environnement. Pour une équipe, on est passé à 1h30, 1h45, donc en fonction du comportement asynchrone. Également, derrière tout ça, on a travaillé sur la partie remontée des résultats. Donc tout ce qui est calcul de la couverture, les taux d'automatisation, les résultats des tests, comment estimer la validation, comment utiliser en fait tout ça dans un contexte d'agilité à l'échelle. C'était aussi une problématique qu'on a essayé de pallier. Ce n'est pas en liaison directe avec le framework, mais c'est par continuité à ce qu'on a pu dégager du framework. Donc, en gros, les premières règles font que aujourd'hui, on a 12 équipes réparties sur 2 directions qui utilisent Robot avec 4 PO formés, 6 ingénieurs qualité. Donc, en termes, il y a des équipes où on est plus en mode support, il y a d'autres équipes qui sont en mode montée en compétences. Donc, ça dépend des équipes. Mais le fait est là, donc on a implémenté rapidement des scénarios même de complexité moyenne à élevée. C'est-à-dire il y avait des scénarios où c'était toujours exécuté manuellement parce qu'il y avait pas mal de contraintes de mode asynchrone, attendre que le moteur d'indexation indexe des données. Et l'avantage, c'était avec Robot, avec toutes les libs et les mots-clés qu'il fournit, on a pu un peu rentrer aussi dans des scénarios complexes, voire les subdiviser, arrêter un scénario au niveau base de données, arrêter la vérification côté base de données, lancer par exemple le scénario sur une file Kafka ou un worker. Donc ça offre une flexibilité pour travailler librement le test ou bien pour le
lancer depuis un back-end et le vérifier sur une API ou bien sur un front. Donc en gros, là, c'est une équation que Nicolas a mis. Donc j'ai repris le modèle. L'objectif, c'était de rendre les équipes plus autonomes, l'objectif initial. Et du coup, robot, ça fait partie du patrimoine aujourd'hui, mais l'idée, on a aussi entamé des accompagnements sur Cypress pour des équipes qui avaient que du front principalement ou vraiment des API. Donc l'idée, c'est d'offrir le maximum de frameworks en fonction du contexte, que les équipes puissent mesurer en fonction de l'apport du framework, du stack technique qu'elles utilisent, quel framework est plus adapté pour elles. Et ça fait partie de l'autonomie que la direction, on va dire, qualité, veut implémenter. Autonomie égale responsabilité, accountability. Donc, accountability, c'est normalement, c'est comment on est responsable, mais aussi on peut mesurer notre efficacité. Donc, nos bonnes pratiques, il faut qu'elles soient mesurables. Et du coup, puissance, leadership. Et derrière la base, on divise par le framework organisationnel. Donc, c'est un peu pour dire qu'avec un bon leadership, une bonne autonomie de l'équipe va se dégager, mais il faut derrière que l'équipe soit responsable et qu'on met en place les frameworks, l'organisation nécessaire pour l'avoir. Donc, à part tout ça, on a travaillé aussi sur la mesure du retour sur investissement du framework. Donc, en gros, on s'est basé sur les campagnes TNR qui étaient exécutées manuellement. On les a mesurées en termes de ressources, de temps alloué, etc. Et le temps qu'on a pris pour automatiser, par exemple, le patrimoine d'une équipe. Et on a fait le rapport nécessaire et on a trouvé que c'était l'investissement qui était fait sur le framework, il était remboursé en moins de 10 mois, sachant que c'est des tests un peu complexes, etc. Donc ça a donné l'envie à plusieurs équipes de relever le défi et de vouloir travailler avec le framework robot, récupérer le dictionnaire d'autres équipes, etc. Ça d'un côté. Et comme bonne pratique, pour finir avec, donc là, quelques exemples de bonnes pratiques pour la conception des tests. Donc, en général, un cas de test doit être documenté avec un tag. Les tags, ça permet aussi de jouer sur l'exécution de ces tests. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs tags pour lancer ce test séparément, pour lancer sur une famille fonctionnelle ou bien pour le lancer sur un grand patrimoine de tests. Donc, ça permet d'avoir cette flexibilité-là. Donc, le mot d'action doit se focaliser sur une intention et pas sur des détails d'implémentation. Donc là, en général, on part du principe qu'on doit refléter le comportement attendu du test. Par exemple, là, je peux créer une offre standard en unitaire. Donc là, l'intention, c'est quoi pour le test? Et derrière, pour tous les mots-clés métiers, il faut qu'ils soient significatifs et compréhensibles par tout le monde. Et quand on dit compréhensible, généralement, il y a un glossaire métier qui est partagé, que tout le monde connaît. Il y a des règles aussi pour tout ce qui est beauté et lisibilité du code. Donc là aussi, il y a des formateurs comme Bambona, des extensions sur Visual Code qui permettent de bien formater le code. Donc aussi pour la gestion des variables locales, les lettres, tout ce qui est aspect minuscule, majuscule. Donc on a essayé de standardiser au maximum pour que tout le monde suive les mêmes règles. Là, c'est un exemple du Jenkins file qu'on a utilisé. Donc là, avec des stages, sur chaque stage, le premier stage, on va lancer la notification pour dire le test commence. Après, il y a le checkout, la connexion sur Browser Stack, l'installation de tout ce qui est dépendance dont je vous ai parlé, donc la version de Python et le fichier requirement. Après, il y a le stage test qui permet de lancer tous les tests d'une façon variabilisée. Là, ce n'est pas la commande pabot. On peut lancer avec pabot, ça permet de lancer en parallèle. Là, c'est la commande robot standard.
Et derrière, la publication du rapport, l'import sur X-Ray. Une fois qu'on importe les résultats sur X-Ray, le dernier build, ça permet de notifier par mail et informer les personnes s'il y a des problèmes. Voilà. Le reste, donc normalement, vous allez le retrouver dans le support de la présentation. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute active. Et si vous avez des questions. Merci. Ouais. Mhm. Ouais, c'est une très bonne question. Donc là, en général, c'est en fait le niveau, ce qu'il faut savoir, le niveau, on va dire, des PO de point de vue technique, il est un peu hétérogène. C'est-à-dire, même sur d'autres frameworks, il y avait toujours des PO qui adhèrent plus que d'autres. Mais d'une façon générale, le fait de partager les dictionnaires de mots-clés, de travailler ensemble déjà tous ces scénarios, la couverture, tout ça, donc déjà les tests parlaient plus au PO. Et derrière, si on trouve automatiquement les résultats et qu'on arrive à bien lire les logs, et la clé qu'on a trouvée, c'est de jouer sur des logs fonctionnels. C'est-à-dire, si un test il est en KO, pour pouvoir comprendre pourquoi il est en KO, il fallait que les logs derrière soient bien compréhensibles pour les PO. Et du coup, il y avait un exercice dans ce sens-là qui a permis aux PO non seulement de voir les résultats, mais également de pouvoir intervenir et savoir où ça bloque. Et à partir de là, on va dire que le résultat global est satisfaisant et que derrière, on a fait beaucoup aussi de formation pour faire monter les PO en compétences parce qu'il y avait des questions d'environnement, des droits d'admin sur l'environnement, si on veut. C'est-à-dire d'un point de vue général, pour la supervision, le fait d'être honneur de son patrimoine, on est arrivé à l'objectif. Pour l'autonomie, sur la maintenance du nouveau test, etc., ça dépendait de, on va dire, des prérequis techniques minimaux pour le PO, mais on est en train de travailler sur ça. Y a-t-il d'autres questions? J'imagine que c'était... Ouais. En fait, le POC, on est parti sur deux scénarios, on va dire, nominaux, qui étaient jugés un peu complexes, donc de complexité moyenne. Et ça n'a pas mis trop de temps, c'était 3 semaines. Donc, pour déjà mettre en place le framework, l'architecture, avec les deux exemples de scénarios. C'était pas aussi avec en mode temps plein. C'était un POC en parallèle avec d'autres tâches. Donc, globalement, le POC, il dépend de l'ampleur des tests qu'on veut automatiser en général. Donc, il faut vraiment choisir quelque chose qui est représentatif, nominal, mais suffisamment petit pour qu'on puisse avancer rapidement et avoir un feedback. OK. Il nous reste 4 minutes. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, j'estime que j'ai bien fait mon job. On est bon?